avons-nous une opportunité d'investissement sur Genmab? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Avant d'arriver au niveau des états financiers, je vais utiliser ce prompt vu qu'on va aller assez rapidement ici. Les prompts nous permettent de gagner du temps ici. Donc, je prends ceci, OK? Et je viens, toutes les informations par rapport au prompt sont description de la vidéo, d'accord? So, ici. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Genmab est une société de biotechnologie spécialisée dans la création d'anticorps thérapeutiques différenciés, générant des revenus via des redevances massives avec le Darzalex et développant son propre portefeuille de produits commerciaux. Redevances, dont royalties, dont Darzalex, ça signifie quoi? Ça signifie ici que c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui dépend des royalties. Donc, je veux dire, elle a peut-être développé un médicament, mais elle ne détient pas la force de vente. Donc, elle a peut-être un partenariat avec une autre entreprise qui, elle, vend ce produit-là, et notamment, allez voir le Darzalex qui vend le produit en question. OK? Et combien est-ce qu'on lui donne en termes de royalties, quelles sont les conditions, etc. Maintenant, elle développe son propre portefeuille de produits commercialisés. Donc, elle a elle-même développé sa propre force de vente. Ça peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'il y a un potentiel de croissance du marché de l'oncologie, etc. Ça semble être intéressant. Parfait. On sait que c'est une thématique assez forte. Avantage concurrentiel, actifs immatériels, c'est normal, les brevets, etc. Donc, et qu'est-ce qu'on peut également rajouter? Est-ce qu'elle a un pricing power? Avec des marges brutes de 90% des thérapies de précision en oncologie bénéficiant d'un prix élevé, protégé par des brevets et une faible élasticité de la demande. Alors, qu'est-ce qu'on va également regarder? Donc, de manière générale, c'est une entreprise qui pourrait être intéressante pour notre watchlist. Mais n'oubliez pas, ici, on parle d'un vendeur de médicaments. On va le dire comme ça. Et donc, on a une durée de vie par rapport à ces brevets-là. Et votre rôle, c'est de savoir à peu près quels sont les médicaments qui tirent la croissance vers le haut. À quoi ressemble le pipeline de projets en date d'aujourd'hui, surtout en phase 3. OK? Phase 2 et phase 3, parce que surtout la phase 3, c'est ça qui m'intéresse. Quelles sont les thématiques, quelles sont les perspectives de croissance ou bien les derniers résultats par rapport à ces différentes phases-là. C'est pour ça que moi, pour les pharma, je me base surtout sur ce qu'on fait déjà en date d'aujourd'hui. C'est pour ça que je préfère les pharma qui vendent également des instruments comme de l'équipement comme Johnson & Johnson. OK? Donc, parce que les pharmaceutiques, c'est pas parce qu'on a un blockbuster aujourd'hui qu'on va avoir tendance à en avoir un demain, même si l'histoire a toujours montré que les leaders d'hier restent les leaders de demain. Donc, une compagnie pareille peut être intéressante. C'est la raison pour laquelle, vu qu'on a une partie royalties, il est tout à fait normal. Parce que si on avait juste commencé par les chiffres, voici ce que vous aurez vu. Et je suis sûr et certain que ça vous aurait plu. Première chose qu'on regarde, croissance des revenus. Est-ce que j'ai besoin de parler? Ensuite, marge brute. On constate que les marges brutes sont de 94%. Vous allez me dire, mais elles baissent. Rendez-vous compte, le modèle a changé. Royalties, plus maintenant, vente de nos propres médicaments. OK? Il est tout à fait normal d'avoir ce niveau de marge-là. Et si elle continue dans ce sens-là, elle aura des marges qui vont ressembler à la moyenne de l'industrie. OK? Marge EBITDA. Qu'est-ce qu'on a? Des marges EBITDA aux alentours de 38%. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça, 38%. Ensuite, nombre d'actions augmente ou diminue? Diminue légèrement. Également encourageant. Marge nette, qu'est-ce qu'on a? On a des marges nettes aux alentours ici des... Est-ce que vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici? Les marges nettes sont plus élevées que les marges EBITDA. Ce n'est pas normal. Soit il y a quelque chose de temporaire dans ces marges nettes-là, ou bien c'est ce logiciel-ci qui raconte n'importe quoi. OK? Disons-nous que la plupart du temps, quand on les compare comme ça, les marges EBITDA ont tendance à être plus élevées. La majeure partie du temps, regardez. Ici, les marges EBITDA sont en violet. OK? Donc, on voit également qu'on a une pression au niveau des marges EBITDA et des marges nettes. Ça signifie quoi? Rappelez-vous que le modèle est en train de changer. Peut-être qu'on est en train d'investir de plus en plus en recherche et développement ou bien en force de vente. Parce que oui, pour vendre en propre, il faut développer également des commerciaux qui vont rencontrer les différentes pharmacies, les différents médecins, etc. pour parler du médicament en question. Ah oui, ça se fait comme ça. Moi, ça ne me dérange pas de voir ceci, surtout si on reste au niveau de la moyenne du secteur d'activité.
Et dans ce secteur d'activité, avoir des marges pareilles, c'est très, très élevé. Je prends un exemple simple. Hein. Si on fait ceci, on ferme ça. On fait ça. 1, 2, 3. Je vais peut-être prendre Lily. Je ne dis pas que Lily a les marges les plus élevées du secteur. Mais vous pouvez voir ici. En orange, vous avez les marges EBITDA de Eli Lilly. Et en bleu, en pointillé, vous avez les marges nettes de Eli Lilly, qui sont moins élevées, enfin, sauf la marge EBITDA, qui est légèrement plus élevée sur la dernière période ici. Mais en termes de marge nette, vous voyez que Genmab a des marges nettes plus élevées que ça. Donc, ça ne me dérange pas trop qu'on ait cette baisse-là. Et Eli Lilly fait partie des meilleures entreprises, les meilleurs élèves dans ce domaine en date d'aujourd'hui. Enfin, ceux que le marché apprécie plus, on va le dire comme ça. Ensuite, on regarde les marges de free cash flow. Est-ce qu'on va dans le même sens? Les free cash flow, quand on les met sur ce graphique, comme ça, on constate que les free cash flow vont dans le même sens que les marges nettes. Donc, j'aime bien ce que je vois en date d'aujourd'hui. OK? Maintenant, combien de fois les bénéfices le marché va payer pour ce genre d'entreprise? Vous me voyez venir, vous savez que les pharmaceutiques ou les biotech, je ne veux pas payer plus j'ai pas envie de payer plus de 15 fois les bénéfices. S'il y a de la croissance, le marché aura tendance à aller au-delà des 25 fois, etc. Mais dites-vous que tôt ou tard, surtout quand la croissance aura tendance à ralentir, ou bien quand les brevets viendront à expiration, ou bien le brevet du plus gros, du médicament qui nous ramène le plus d'argent, vous allez voir qu'on va se rapprocher des 15 fois les bénéfices. Donc, de manière générale, quand vous recherchez une pharmaceutique, essayez de l'acheter aux alentours d'une quinzaine de fois les bénéfices. OK? Donc, vous voyez ici que le marché nous a proposé 15 fois les bénéfices il y a quelques temps. Comme on peut le voir ici. Enfin, on pouvait le voir ici. Hein. Il y a quelque temps, le marché a proposé 15 fois les bénéfices. Donc aujourd'hui, quand on va analyser cette compagnie, je prends les bénéfices nets ajustés. Je prendrai 15 fois les bénéfices. Je ne paierai pas plus que 2829 couronnes danoises. On peut avoir bien plus que ça. Mais je préfère rester prudent. 2829 plus le cash net dont j'ai pris 15 fois les bénéfices. Plus le cash net, ici, 2829, donc en fait c'est ça, ceci, 2829, plus le cash net qui a combien? 335, donc 335, ça donne combien? 3164. La dernière fois, quand on a fait une mise à jour de cette compagnie, on était à combien? Aux alentours de... La mise à jour datait à peu près... Enfin, je n'ai même pas mis la date par rapport à ça, mais c'était à peu près aux alentours de 3000 couronnes danoises. Donc, 3164, c'est le target d'aujourd'hui. 164. Voilà. Et on met la date d'aujourd'hui. Et je vais revenir en arrière un tout petit peu. Parce que c'est bien beau de se dire ici qu'on pourrait avoir quelque chose, une entreprise sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Regarde la différence entre... On a une différence de 50% par là. Mais attention, le marché planche pour une baisse des bénéfices en 2026. Pourquoi? Première question. Ensuite, pourquoi il planche pour une accélération au-delà? Surtout que c'est un business qui est 70% du temps, les analystes font de bonnes prévisions ici. Qu'est-ce qui se passe? OK? Ensuite, au niveau des cash flows opérationnels, ça va être à peu près la même chanson. Baisse en 2026, accélération en 2028. Et si vous prenez à 15 fois, enfin je ne prendrai pas 15 fois les cash flows opérationnels parce que ça va nous donner un chiffre bien plus élevé que ça. Mais dites-vous une chose, pharmaceutique, on identifie les produits intéressants, les relais de croissance ici, quel type pas contrat, mais quel type de stratégie commerciale on emploie? Est-ce que c'est une stratégie commerciale basée sur les royalties, de telle sorte que je développe le médicament, mais j'utilise la force de vente de Sanofi. Donc, Sanofi récupère une partie des profits avec moi. Parce que c'est ça qui s'est passé. Sanofi avec les Régénérons, c'est ce qu'ils font. OK? Maintenant, si je veux vendre en propre, les marges sont bien sûr bien plus élevées que ça. Donc, mais ça prend également une pression supplémentaire au niveau de la structure de coût de cette compagnie. Bref, Genmab est intéressante. Je la garde dans ma watchlist, même si je sais pertinemment qu'il y a peu de chances que j'y investisse un jour. Mais on ne sait jamais.
Je ne sais pas ce que je faisais quand l'entreprise, on me l'a proposé à 1300, 1400 couronnes danoises. Mais ça reste une entreprise intéressante ici à suivre de manière générale. Si on regarde ici à peu près au niveau de RAM, elle rachète timidement les actions et elle ne distribue pas de dividendes. Elle pourrait le faire, d'ailleurs. Elle pourrait le faire. C'est la raison pour laquelle vous allez voir à peu près un rendement sur coût aux alentours de, si on prend 188 divisé par 2,010, on a quelque chose aux alentours de 10% par là. Ce qui sous-entend que cette compagnie pourrait être intéressante. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Toutes les informations nécessaires au prendre en question sont en description de la vidéo pour mieux comprendre assez rapidement qu'est-ce qu'une entreprise fait, la géographie d'opération, enfin pas la géographie d'opération, mais l'environnement ici, la structure même du secteur d'activité, etc. Bref, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo pour les autres questions. On se donne rendez-vous sur les prochaines. Merci, au revoir.